Des jeux vidéo, il en existe une multitude de succès commerciaux en orbite intersidérale. Ici, nous allons nous intéresser plus spécifiquement aux titres les plus atypiques, ceux qui sortent un peu du lot, un peu dérangeants, un peu bizarres. Bienvenue dans Deviant Game. En 1997, j'avais 11 ans. Et comme tous les enfants des années 90, j'étais fan de jeux vidéo. Plus personnellement de tout ce qui était trash. Le problème, c'est que dans les années 90, avoir des renseignements sur les jeux vidéo, c'était pas une mince affaire, on est loin de la période internet. Vous aviez seulement deux choix. Soit la presse papier, elle était dense, ça coûtait un bras et c'était compliqué de s'y retrouver, soit les émissions de jeux vidéo que je guettais à la télé. Les émissions n'étaient pas légion à la télévision, nous avions Micro Kids diffusé le dimanche matin sur France 3, présenté par Click. Mais surtout, nous avions Cyberflash, diffusé depuis 1995 sur Canal+, tous les soirs, présenté par Cléo, une animatrice virtuelle. La particularité de Cyberflash, c'était de traiter les jeux PC. Les jeux vidéo PC, c'était quelque chose de très mystérieux pour moi étant enfant, étant donné que j'étais cantonné à ma Super Nintendo. Et les jeux PC, eux, étaient destinés à un public adulte et mature. C'est ainsi qu'en 1997, je me suis retrouvé nez à nez avec Redneck Rampage. Redneck Rampage, comment vous expliquer ? C'est assez simple, c'est un mix entre Délivrance, Bienvenue chez les Ch'tis et Branded, le tout saupoudré d'acide avec beaucoup de bière et quelques chips au fromage. De par son univers crade et son humour grivois, Redneck Rampage poursuit l'œuvre entamée par Duke Nukem 3D. Il nous offre également une perspective de ce qui nous attend en termes de production pour la fin des années 90 et le début de 2000, avec des œuvres comme South Park, Dirty Sanchez, Jackass ou encore Happy Tree Friends. Qui dit jeu débile, dit histoire débile. Au niveau intellectuel, on en est à coller un pétard dans une bouse de vache et regarder le tout exploser devant sa grand-mère horrifiée. Ici, nos deux protagonistes sont Léonard et Booba, des parfaits représentants pour alerter sur l'alcoolisme préfétal. Nos deux représentants du monde rural américain vivent à Hickson, dans l'Arkansas, un trou paumé qui ressemble à rien. Et comme tous les héros des années 90, vont faire face à, oh grande originalité, une invasion extraterrestre. Ici, pas de princesse à délivrer, en tout cas pas de princesse à proprement parler, mais plutôt Bessie, le cochon de concours de Léonard, ce qui va mettre dans une rage folle les deux compères. Léonard et Booba vont partir, colt à la main, bière dans la poche, dézinguer de l'extraterrestre et récupérer le précieux cochon. À l'origine de Redneck Rampage, nous avons Xatrix Entertainment, fondé par Drew Markham et Barry Dempsey en 1993. Le studio se fait connaître avec Siberia 1 et 2, deux jeux d'aventure qui eurent leur petit succès en raison de graphismes précalculés très jolis pour l'époque et sortis sur les plateformes 32 bits ainsi que sur PC. Mais c'est bien avec Redneck Rampage que le studio va connaître son premier grand succès. On peut émettre l'hypothèse que les développeurs se sont éclatés à faire le jeu, à l'image du manuel qui nous offre un florilège d'articles débiles et décalés, de fausses pubs ou de fausses interviews. Xatrix Entertainment décide de faire tourner Redneck Rampage sous le moteur Build, popularisé par Duke Nukem 3D. Ce moteur offre une grande fluidité de mouvement. Il permet aux joueurs de courir, sauter, s'accroupir et se cacher derrière un élément du décor pour pouvoir vider son chargeur sur les ennemis. Aujourd'hui, une telle fluidité de mouvement nous paraît assez banale, mais à l'époque, tout était très rigide, car le modèle et le maître étalon étaient Doom, où on ne pouvait pas sauter ni regarder en haut ou en bas. L'avantage du moteur Build est son affichage de vastes environnements utilisant 3D et textures 2D. Le souci, c'est que ce dernier peut se retrouver vite gourmand en ressources, surtout avec Redneck Rampage qui utilise une version modifiée de ce moteur. Par exemple, il est recommandé d'avoir un Pentium 133 avec 16 MB de RAM pour pouvoir profiter du titre, un PC qui coûtait à l'époque 1590 € si on compte l'inflation. Et les testeurs ont fait remarquer qu'avec un Pentium 166, donc un PC bien plus onéreux, ce dernier laguait. En 1997, le moteur Build est un moteur qui est très populaire. Il est en concurrence directe avec l'IDTech 2, le moteur qui fait tourner Quake. Les deux moteurs ont une philosophie très différente. Build permet de faire tourner un soft sans carte d'accélération 3D, alors que l'IDTech 2, lui, va tirer parti au maximum des cartes accélératrices 3D. Et c'est Half-Life qui mettra fin au débat en sortant en 98, ce dernier tournant sous l'IDTech 2.
Le jeu nous propose 2 scénarios, un lointain héritage des shareware et de leur format épisodique qui tendra à disparaître progressivement. Redneck Rampage donne le ton dès les premières secondes de jeu avec un pick-up fonçant sur des poulets tandis qu'un authentique redneck vide son colt sur notre pauvre Léonard. Nous sommes bien en face d'une authentique série Z, horrifique, teintée d'un humour bas du front. Pour preuve, terminer le premier niveau consiste à donner des grands pieds de biche dans la face de Booba. Admirez la bête tout de même. Effectivement, le mieux, c'est de l'achever. Tout est un appel à la caricature débile. Des murs décorés des photos de famille consanguines aux ennemis en salopettes bleues. L'atmosphère est grasse, sale. Des supérettes des faubourgs de Hickson en passant par le bowling. Le driving ou encore une morgue. Les niveaux sont vastes et variés, offrant aux joueurs un safari de premier choix. 2 jauges, une pour l'alcool et l'autre pour l'aérophagie. Car le meilleur moyen de reprendre de la vie dans l'Arkansas, c'est de boire une bonne bouteille de whisky. Et si votre taux d'alcool explose, la punition sera immédiate et vous mènera à une mort certaine. On éviscère des ennemis sous les réflexions de Léonard qui, comme son compère Duke, se révèle très bavard. Le bestiaire, par ailleurs, est en complète adéquation avec l'univers posé par les créateurs. Bonne vieille caricature du shérif avec son chapeau et ses énormes lunettes de soleil, cochon sous amphétamine, aliens divers et variés, et bien évidemment, comble du bon goût, une extraterrestre qui vous arrose de plomb à l'aide de sa poitrine mitrailleuse. Vous imaginez bien que l'Arsenal va respecter à la lettre la partition imposée par Xatrix. Un bon vieux pied de biche comme arme de base, colt, fusil, une AK-47 dont le recul surprend le joueur lors de sa première utilisation, une arbalète lance-dynamite fait office de remplaçant du lance-roquette standard, offrant au passage des animations de mort assez marrantes, un lanceur de lames de scie circulaire, et dans la catégorie What the fuck, on retrouve le pistolet alien encore accroché au bras de son ancien propriétaire, sans compter la poitrine mitrailleuse. Petite déception cependant, à l'inverse de Blood, par exemple, les armes n'ont pas de tir alternatif. La difficulté du soft est corsée. La preuve, moi-même j'ai utilisé le God Mode pour pouvoir réaliser ces captures, mais après j'ai des gros doigts comme Marcus et je suis pas très bon aux jeux vidéo. En termes de boucle de gameplay, nous faisons face à un modèle classique, celui imposé par Doom en 92, c'est-à-dire nettoyer une pièce, chercher la clé, ouvrir la porte, et recommencer, une boucle de gameplay qui pourra rebuter les plus jeunes joueurs. On retrouve également un mode multijoueur 8 vs 8 en ligne ou en LAN, mais en 2023 je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui joue encore à Redneck Rampage sur internet, donc je ne l'ai pas testé. Ce que disent les tests de l'époque, c'est que les niveaux sont bien trop vastes, et que si vous n'êtes pas 8 vs 8, le jeu s'apparente plus à une partie de cache-cache qu'à un carnage. Redneck Rampage est aujourd'hui oublié, faute d'absence de réelle suite. Il existe bien 2 autres tomes sortis mais avec le même moteur graphique et par extension les mêmes soucis d'optimisation. Par ailleurs, sa disponibilité exclusive aux plateformes PC et Mac n'ont pas aidé à le populariser, contrairement à un Duke Nukem qui a posé ses bottes sur toutes les plateformes 32 bits de l'époque. Voire même 16 bits, mais bon, je pense pas que c'était une très bonne idée. Xatrix Entertainment sortira par la suite Kingpin, un FPS tout autant outrancier qui secoua de par sa violence la critique. Le jour de la sortie de Kingpin signe également la fin du studio qui sera fermé par ses fondateurs sans explication. Une bonne partie de l'équipe joignirent leurs forces à Treyarch et développèrent des itérations de Call of Duty pour GameCube, PS2 et Xbox. Redneck Rampage restera dans les mémoires des vieux joueurs comme l'un des portes-étendards du moteur Build, remarquable représentant d'une période de transition 2D-3D avec son humour débile et ses niveaux labyrinthiques, mais surtout son univers atypique qui marqua les PCistes de l'époque qui ont criblé de balles les extraterrestres dans les champs de l'Arkansas. Si l'aventure vous tente et que les vieux jeux avec des gros pixels comme Redneck Rampage ne vous procurent pas des énormes éruptions cutanées, je vous conseille de vous procurer sur GOG la compilation de Booba et Léonard pour une dizaine d'euros. En tout cas, Deviant Game, le premier épisode, c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez laisser un petit pouce si vous avez aimé, activer la cloche si vous voulez être au courant pour les prochaines vidéos, et si ça vous a donné envie de tester ou de rejouer à Redneck Rampage, laissez-moi un petit commentaire. Sur ce, je vous dis bonne journée.